Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec et a pour thème les Québécois et les Québécoises au cœur de l'économie. Mon nom est Thomas Bastien et je suis directeur général de cette association. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour cette première rencontre virtuelle qui abordera la question de l'importance d'un milieu de travail sain. Pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné de Sarah Berkane et d'Annie Blanchette. Bonjour Sarah, bonjour Annie, ça va bien? Ça va très bien, Bonjour, merci. Bonjour. merci. Alors, on va commencer directement par une petite introduction en relation avec vos biographies plus particulièrement. Alors, Sarah, vous êtes titulaire d'une maîtrise en institutions et décisions, spécialité risque, qualité et décision. Vous travaillez depuis 10 ans dans le secteur manufacturier en France et au Québec dans le domaine de l'amélioration continue de la qualité des processus. C'est à travers cette expérience que vous avez compris toute l'importance de l'humain et de la santé globale en milieu de travail et qu'est né cet intérêt grandissant à l'égard de la santé et du mieux-être. Aujourd'hui, vous intervenez en tant que formatrice, conférencière et conseillère aux entreprises afin de sensibiliser, outiller et soutenir les milieux de travail au Québec dans le déploiement de démarches de type entreprise en santé. Merci Sarah d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Annie, vous provenez du monde des communications et du marketing et vous êtes l'entrepreneur à l'origine de Bonjour Santé, l'une des 7 unités d'affaires de Tout Hello Innovation. Au fil des 14 dernières années, vous avez été la concierge de plusieurs équipes de travail, une touche à tout qui offre son soutien et met à profit ses connaissances et sa créativité auprès des divers acteurs de l'entreprise, du développement de produits au service à la clientèle en passant par les preuves de concept et les stratégies de déploiement. Merci beaucoup à Annie d'être avec nous également aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, dans un premier temps, on va parler justement de l'importance et des bénéfices d'un milieu de travail sain pour les employeurs et les employés et toute la société. Et par la suite, nous aurons une séance d'échange ouverte au public en direct. Alors, si ça vous convient, on va commencer avec cette première question qui est une conversation brise-glace, pas du tout difficile. Hein. Quels sont les bénéfices de promouvoir la santé et le mieux-être au travail? Alors, Annie, Saran, à vous de choisir qui veut commencer. Je peux commencer peut-être dans les grandes lignes sur toutes les organisations qu'on peut rencontrer et qui peuvent nous partager les impacts positifs de la santé mieux-être au travail. Eh bien, les bénéfices sont très nombreux et très visibles de plus en plus, surtout dans un contexte difficile. Vous avez évidemment tout ce qui est diminution des coûts de la non-santé. On parle de taux de roulement, l'absentéisme, les coûts et CSST et assurance collective qui représentent une grande partie de la masse salariale des organisations. Donc, on a des impacts qu'on peut chiffrer, que les organisations peuvent mesurer, mais je voudrais parler surtout de tous les autres bénéfices qu'on peut voir, observer à court ou moyen long terme. On parle d'un meilleur climat de travail, de plus d'engagement et de motivation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais. On parle d'une plus grande attractivité. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, inutile de souligner à quel point cela peut avoir un impact. On parle d'une plus grande créativité, mais aussi une meilleure qualité de service et de meilleures décisions qui sont prises au sein de l'organisation. Bref, on peut dire qu'il y a des impacts sur l'individu, sur l'organisation, mais aussi sur la société en général. Super, merci Sarah. Annie, c'est à vous. Oui, effectivement, Sarah, pour faire un peu un bout de chemin sur ce que tu mentionnes, je pense que de prendre soin de nos employés d'un point de vue plus global, ça implique aussi toute la continuité dans la sphère personnelle aussi de l'employé et donc les impacts sont très, très concrets. Un employé à qui on offre à la fois de la flexibilité, à la fois du soutien au niveau de sa santé, à la fois au niveau du temps de répit, de repos, mais aussi du temps de concentration. Ça lui permet effectivement d'apporter, comment je dirais, une qualité de vie au travail, mais aussi une qualité au travail, tout simplement, qui est vraiment considérable et ça a des impacts directs sur la performance et la productivité. C'est très intéressant en fait parce qu'on parle à la fois, quand on parle du bénéfice santé et mieux-être, il y a un bénéfice santé et mieux-être à la fois pour l'entreprise et pour les employés. Sarah, vous avez indiqué en fait le terme de coût maladie ou le coût de non-santé plus particulièrement. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur la pénurie de main-d'œuvre qu'on retrouve actuellement et qui est sur toutes les lèvres en fait des entrepreneurs et des entrepreneuses au Québec?
Oui, tout à fait. En fait, la santé et le mieux-être, pour moi, c'est non seulement une solution pour aller vers une culture de saine performance, mais aussi pour aider les entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre. On parle même de crise de main-d'œuvre. Imaginez, aujourd'hui, on parle de grandes démissions, notamment aux États-Unis, mais ça commence aussi à toucher d'autres pays, et notamment les gestionnaires, même les leaders qui sont prêts à quitter leur poste. Donc, je pense qu'au-delà de rétention, moi, j'aime bien le concept de donner envie de rester à l'employé au niveau des organisations. Donc, on a des talents, on veut déjà les garder pour pas qu'ils s'en aillent. Puis, on veut attirer aussi de nouveaux talents, de nouveaux potentiels et afficher qu'on est une entreprise en santé, une entreprise soucieuse du bien-être de ses employés. C'est un atout majeur et on le voit, de plus en plus d'organisations commencent à l'afficher pour dire que dans l'entreprise, c'est une priorité organisationnelle. Donc, c'est aujourd'hui, plus que jamais, dans un tel contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'il faut mettre de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui existent déjà ou qui méritent d'être développées. C'est une véritable compétitivité, à mon avis, qui va s'installer entre les organisations. Et si elles veulent rester pérennes, il faut aller de l'avant en santé mieux-être au travail. Annie, est-ce que vous voulez rajouter là-dessus? Certainement. En fait, si dans un contexte justement de pénurie de main-d'œuvre, pour aborder plus précisément ce sujet-là, je pense que c'est important qu'aujourd'hui les entreprises se positionnent comme étant des promoteurs d'une expérience employée. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années, on affichait nos valeurs sur nos murs d'entreprise, alors qu'aujourd'hui, les afficher, c'est une chose, mais les faire vivre, c'est ça qui est le plus important. Puis à partir du moment où on fait vivre une expérience employée à nos ressources, à nos collaborateurs, ils vont avoir moins envie d'aller chercher ailleurs. Donc, c'est vraiment, oui, il y a un objectif de rétention, bien entendu, mais le vivre, ça fait tout le travail. Donc, on n'est pas dans la promotion des actions qu'on fait, mais vraiment dans les faire vivre. Je pense que Sarah est notre fière représentante du groupe Entreprises en santé. Tutello est un membre actif du groupe Entreprises en santé qui, à chaque année, on bonifie nos certifications pour éventuellement atteindre le niveau 3, mais tout ça pour dire qu'on fait vivre vraiment à nos employés. Chaque mois, on a des programmes, on a des activités, tout ça dans un objectif, bien entendu, de les faire joindre une collectivité de façon facultative. Bien entendu, on ne force pas personne, mais évidemment, on met à leur contribution plein d'outils à leur disposition plutôt pour justement avoir une santé mieux-être qui leur permet d'avoir un meilleur bien-être général. C'est très intéressant en fait ce qui est en train d'être dit parce que bien sûr en fait on parle de la rétention comme un moyen en fait justement de contrer cette pénurie de main-d'œuvre là, mais aussi en fait d'améliorer la qualité de vie en fait des personnes à l'emploi, ce qui est quand même fantastique parce que ça peut avoir un impact direct sur certaines journées où la personne ne se sent pas forcément bien de rentrer au travail et puis décide justement de prendre une journée off, par exemple, ou des choses comme ceci. Mais Annie, je reviendrai beaucoup en fait sur la valeur de l'entreprise. Vous parlez en fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'affichent justement en fait pour valoriser le bien-être de leurs employés. Qu'avant, en fait, ça se faisait beaucoup en fait à l'extérieur. C'était quasiment en fait une annonce. Comment en fait ça se traduit dans des actions concrètes dans une entreprise? Et puis, Annie, Sarah, n'hésitez pas à échanger là-dessus. Là, je pense que vous êtes des expertes en la matière. Ouais. En fait, concrètement, il y a toute la notion de flexibilité. Puis nous, on a choisi une transformation d'entreprise aussi qui est beaucoup plus horizontale. Donc, on cherche à donner de l'autonomie aux gens, on cherche de l'autonomie dans leur horaire, de l'autonomie dans leurs actions, de l'autonomie dans la façon d'appliquer, de faire leur travail. Donc, c'est sûr que toutes ces mises en situation-là, le contexte de travail qu'on leur offre leur permet de se développer. Puis nous, on le mesure là, sous 10 sphères différentes. L'accomplissement personnel, le bien-être, le bonheur au travail, les relations avec les pairs, les relations avec le gestionnaire. En tout cas, on en a 10 sphères qu'on mesure. Et puis,
en travaillant de cette façon-là, ça permet aux gens de pouvoir avoir une vie qui est à la fois corporative, professionnelle, personnelle, sociale, complètement intégrée. Donc, c'est sûr qu'en travaillant avec une base d'objectifs, avec une base d'évaluation de rendement sur les résultats et non pas sur le comment, c'est sûr que ça aide énormément à avoir des employés engagés puis à faire vivre une expérience aussi employé-employeur qui est beaucoup plus saine puis beaucoup plus flexible. Alors, c'est vraiment sous cet angle-là. Je ne sais pas, Sarah, si tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus, mais d'entrée de jeu, chez Tutelo, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille très, très fort là, pour l'étendre à l'échelle de nos 250 employés. Oui, tout à fait. Alors, pour compléter le témoignage d'Annie, ce que je m'appuierai sur l'organisation Tutelo qu'on connaît bien et qui est pour moi un modèle inspirant et innovant. Il y a au-delà de la marque employeur, il y a cette capacité à la vivre, à l'incarner dans tous les gestes au quotidien. C'était déjà le cas avant la pandémie, ce qui a permis beaucoup plus d'agilité pendant cette crise. Et on est dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'en permanence, Tutelo va pouvoir consulter les besoins de son personnel, a compris qu'ils évoluent avec le temps. Et il y a cette notion d'aller chercher effectivement les besoins dans différentes sphères. Nous, on regroupe ça sous 4 sphères d'intervention, c'est-à-dire la conciliation travail-vie personnelle, l'environnement de travail, les saines habitudes de vie et les pratiques de gestion. Toutes ont un impact sur la santé globale de manière générale, mais surtout sur la santé mentale dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et en allant explorer, en mettant des actions concrètes dans ces différentes sphères, ça contribue au succès de la démarche chez Tutelo et chez d'autres organisations, bien sûr. Quand je parle de gestes concrets chez Tutelo, c'est une adaptation permanente. Il y a eu des actions, des activités avant la pandémie très sociales. Il y a eu des activités en ligne parce ils étaient à distance. Il y a des actions, je dirais, de haut en bas et de bas en haut, parce que même le PDG de Tutelo incarne ça dans sa façon de travailler pour lui, puis avec son équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est authentique et sincère. Donc, effectivement, je rejoins le message d'Annie, c'est au-delà de montrer ce qu'on fait, c'est vraiment de le faire, de le vivre, et puis dans tous les domaines, et quelle que soit la situation, de rester agile face aux aléas, aux obstacles, aux enjeux qu'une organisation peut rencontrer. Les 2 points rebondissent l'un avec l'autre. Annie, vous disiez beaucoup en fait qu'il y a justement en fait en prenant soin des employés, les employés deviennent aussi en fait des membres à part entière de l'entreprise et puis font grandir cette entreprise-là. Il y a une sorte de collaboration tacite en fait entre les employés et l'employeur. Sarah, vous parlez justement en fait de cette relation qui est du haut vers le bas ou du bas vers le haut. C'est certain que de manière générale, quand on parle justement de la contribution des entreprises en matière de santé, on entend moins parler en fait de la contribution des employés pour l'entreprise. Comment en fait justement un employé ou une employée pourrait faire changer en fait son milieu de travail pour que justement il soit davantage chanté? Quelles sont les initiatives à mettre en place justement pour faire valoriser quelque chose comme ça, ou les arguments à sortir par exemple? J'ai envie de dire, il faut tout simplement être à l'écoute des employés. Ils ont des centaines de bonnes idées, mais il faut être en mesure de les écouter, puis de construire autour des idées des employés. C'est-à-dire que parfois, en tout cas, j'ai vu dans d'autres milieux des entreprises qui se disaient à l'écoute des employés, mais malheureusement, au moment de les écouter ou de mettre en action, il y avait comme une censure, un filtre de censure qui s'installait, soit par des procédures ou par toutes sortes de limitations plus ou moins fonctionnelles. Alors, je pense que une des clés du succès de Tutelo au fil du temps, ça a été vraiment d'écouter les employés, de les laisser s'organiser, de les laisser suggérer, de les laisser proposer des moyens, puis ensuite d'être vraiment une entreprise qui vient appuyer ces initiatives-là et non pas l'entreprise qui prend l'idée puis la met en place.
Donc, peut-être que je peux vous donner un exemple très, très concret de Oui. ça. Il y a, juste avant la pandémie, on avait une employée qui vivait une situation personnelle vraiment très, très difficile. Puis évidemment, un employé qui vit des situations personnelles difficiles, ça a toujours une répercussion. Hein? On ne se sent pas bien au travail. Finalement, on finit par se confier. On partage ça avec un collègue. Le collègue prend ça sur ses épaules, se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? » Finalement, ose suggérer ou mentionner une situation, puis dit comment on pourrait aider cet employé-là. Bon, alors ça s'est produit chez nous. Puis, autour d'une petite équipe, tout à fait dans le respect, dans la tempête d'idées, dans l'idéologie, on essaie de trouver des moyens d'aider des employés qui avaient des soucis personnels. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas la responsabilité des employeurs. À un moment donné, il y a une limite de notre responsabilité. Mais non, je pense que les milieux de travail, c'est aussi une famille. Donc, on a écouté ces employés-là, ils ont soumis des idées. Nous, on a la chance d'avoir un programme qui permet à tous les employés qui ont le goût de s'investir dans une cause, l'entreprise va doubler les dons. Alors, on s'est dit, oui, mais on a déjà ce concept-là. Alors, si on avait une cause à l'intérieur de nos murs, qui est la cause de soutenir nos employés dans des moments difficiles, bien, l'entreprise pourrait aussi doubler les dons des employés. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue. Puis, on a mis tout en place un système où tous les employés qui souhaitent participer à ce qu'on a appelé le programme Tricoté serré, ils peuvent faire des dons à même leur paye à chaque 2 semaines. L'entreprise double ces dons-là. Puis, il y a un petit comité qui reçoit les demandes d'aide, qui les traite en toute confidentialité, qui fait appel au programme d'aide aux employés le cas échéant. Puis, tout ce programme-là s'est mis en place à la base, à partir d'un employé qui a levé la main et qui a dit « Écoute, j'ai une collègue qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici, j'ai quelques pistes. » Puis nous, tout ce qu'on a fait, c'est les écouter puis leur donner des moyens de réaliser ce programme-là. Donc, vous voyez un peu, je pense sincèrement, puis c'est un bel exemple de gens qui vivent une expérience employée, puis les gens sont tellement reconnaissants. Puis à chaque témoignage qu'on a d'un employé qu'on a pu aider dans une situation difficile, ça tisse des liens encore plus serrés entre les employés et l'entreprise. Donc, c'est un exemple, je pense, qui est très, très concret, mais qui vient d'abord d'une idée des employés qui ont transformé, dans le fond, notre programme de santé mieux-être. Donc, l'écoute active de la part des employeurs pour les employés et puis le courage de certains employés de lever la main et de dire « j'aimerais changer les choses » et justement, si l'écoute active, elle est là, on peut aller de l'avant. Sarah, est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ce point-là? Oui, effectivement, j'aimerais dire plusieurs choses. Premièrement, il faut savoir qu'on est dans une révolution du monde du travail. On peut identifier 3 grandes phases sur les deux derniers siècles. Au tout début, la principale motivation, c'était la survie. On voulait nourrir sa famille, on voulait pouvoir vivre avec ce qu'on gagnait, donc on travaillait très très fort. La deuxième période, ça a été plutôt quelque chose de... Le statut social était important. On voulait réussir. On travaillait de plus en plus pour montrer qu'on était capable. Il y avait cette notion de combat, de se battre au travail. Et ça a commencé à affecter la vie personnelle de la famille et aussi la santé de l'individu. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Il faut savoir que l'équilibre, le travail a pris beaucoup de place sur la vie personnelle grâce ou à cause des nouvelles technologies. Puisqu'on est surtout en télétravail, on a eu une insertion de la vie professionnelle plus grande. Donc, les gens sont en recherche d'équilibre, travail et personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font au travail, de trouver un équilibre et beaucoup de sens, se sentir aligné avec ses valeurs, qu'elles puissent concorder avec des valeurs organisationnelles. Ensuite, le deuxième point, on parle de responsabilité partagée. Effectivement, au niveau de la santé et du mieux-être au travail, on va avoir une responsabilité partagée entre l'individu et l'organisation.
Pour moi, l'organisation crée un environnement favorable à la santé et au mieux-être de son personnel, va mettre en place des politiques, des procédures, mais aussi un cadre bienveillant, un espace de sécurité psychologique. Il y a la sécurité physique, on en parle depuis longtemps, mais la sécurité psychologique est aussi très importante. Et l'individu, lui, doit s'engager, se mobiliser de prendre soin de soi. Donc, effectivement, il faut créer d'abord cet espace favorable. Et puis, vous avez effectivement, comme le mentionne Annie, ce qu'on peut appeler des champions de la santé mieux-être sur lesquels on peut s'appuyer. Des gens qui ont des valeurs très fortes, qui sont capables, qui ont beaucoup d'empathie, qui sont beaucoup d'écoute, et qui sont avec l'équipe, qui sont des employés, qui sont capables de motiver, de parler, de dialoguer, d'échanger et de remonter des informations à l'organisation pour que celle-ci puisse les aider au maximum. Donc, il y a cette notion de responsabilité partagée, de mobilisation. Et effectivement, comme le disait Annie, j'insiste sur ce point qui est parfois mis de côté, mais consulter le personnel, ça c'est quelque chose de primordial, et consulter les réels besoins, mais aussi les idées, les suggestions. Dans ma carrière et aujourd'hui, à travers les membres du groupe, on voit que les meilleures idées viennent vraiment des employés parce qu'elles sont adaptées à leur propre réalité. Donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est faites confiance à votre personnel. Il est capable de faire de grandes choses dans l'organisation et pour l'organisation. Ça reprend un peu l'une des autres conférences qu'on a justement sur le budget participatif, qui est faites confiance en fait aux citoyens et aux citoyennes par rapport à certains budgets. S'ils vous proposent des choses, c'est que c'est la meilleure des choses qui est faite pour eux. Donc, on est à 100% aligné. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé vraiment de manière très globale. Si on y va un peu plus dans l'opérationnel, quelles sont les actions incontournables pour transformer son entreprise en entreprise bienveillante ou en entreprise santé, plus particulièrement? Annie, Sarah, vous pouvez même intercaler en fait une opération, c'est à vous de voir. Moi j'aimerais commencer avec le premier facteur clé dont on parle au groupe Entreprises en santé, et puis je trouve que Tutelo l'incarne très bien. C'est l'engagement sincère et authentique de la direction. Pour moi, c'est le point de départ. Bien sûr qu'il peut y avoir certains champions parmi le personnel qui vont lancer des initiatives, mais ça reste ponctuel. Si on a un engagement très fort de la direction. C'est vraiment le point de départ d'un programme structuré, et c'est la direction qui va apporter les ressources nécessaires, les ressources financières, mais aussi les ressources humaines, et surtout va montrer l'exemple. Et c'est ce que moi, ce qui m'a interpellée de manière très positive chez Tutelo, c'est ce point-là. Puis je vais laisser Annie peut-être le partager. Donc Annie, vous incarnez l'exemple alors, c'est ça? C'est tout à fait vrai qu'au niveau de l'engagement corporatif, comme on veut écouter les gens, il y a vraiment un comité qu'on a appelé le Cercle Mieux-être qui a été mis en place. Donc, c'est sûr qu'il faut déléguer ce mandat-là aussi. Je pense qu'en le déléguant, ce que ça permet de faire, c'est encore une fois, c'est de donner du pouvoir aux employés. Comment vous aimeriez qu'on organise la santé mieux-être dans l'entreprise? Alors, le cercle mieux-être est constitué, dans le fond, d'un élément leadership qui est notre collègue Stéphanie, qui coordonne tout ce cercle-là avec beaucoup de dynamisme. Mais chaque membre du comité provient de chaque unité d'affaires, de chaque département. Puis c'est sur une base volontaire. Donc, c'est ça aussi qui est vraiment super intéressant. C'est que les gens qui se sentent interpellés par le mieux-être de leurs collègues vont se porter volontaires et venir contribuer ensuite à la mobilisation de chacune des équipes. Alors, d'abord, ça a été notre point de rayonnement, c'est le cercle mieux-être, qui permet justement d'aller chercher des idées, des activités, puis du soutien là, qui correspondent aux besoins là, de nos collègues de travail. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est sûr que l'engagement de l'entreprise envers le soutien financier du Cercle Mieux-être, il est là, mais en toute franchise, c'est très peu coûteux pour l'impact que ça donne. le ratio investissement-rendement est vraiment considérable.
Alors, il n'y a pas à dire, là, chaque dollar investi dans notre cercle mieux-être est largement récompensé par des employés qui sont moins absents, qui utilisent mieux nos services qu'on met à leur disposition, qui sont carrément mieux dans leur rôle, dans leur travail. Donc, c'est sûr qu'il y a un rayonnement du cercle mieux-être qui est constant. Puis il est constant parce que notre cercle mieux-être, après plusieurs années, bien entendu, parce que c'est quand même un travail de longue haleine à implanter. Aujourd'hui, on a des activités de façon régulière. Là. Tous les mois, il y a une thématique, il y a des activités, il y a des suivis. Donc, les gens peuvent aller chercher vraiment les ressources qui les interpellent tout au long de l'année. Puis ça implique des activités de mieux-être sous différents angles. La santé mentale, la nutrition, les finances personnelles, la gestion du stress. Écoutez, la liste elle est vraiment longue parce qu'à chaque année, on renouvelle aussi notre liste de sujets en fonction des suggestions des employés. Alors, j'ai l'impression de me répéter, mais sincèrement, tout vient de l'écoute des employés, puis c'est eux qui nous suggèrent ce qu'ils ont besoin dans le cercle mieux-être. Alors là, de ce que je comprends, et puis j'ai pris quelques notes, vous m'en voudrez pas là, mais donc premièrement, on va y aller. En fait, le succès, la clé du succès, de l'exemplarité, de la volonté en fait de l'entreprise d'aller de l'avant, des dirigeants et des dirigeantes d'aller de l'avant justement avec cette qualité de vie au travail plus particulièrement. Annie, vous avez parlé également en fait d'activités régulières, donc quelque chose qui soit pas en fait ponctuel, mais quelque chose qui soit vraiment implanté avec une vision sur le long terme. On fait pas ça pour l'abandonner au bout de quelques semaines là, mais on fait ça justement pour implanter un programme, un projet de vie au sein de l'entreprise. Également en fait une diversité en fait des outils qui sont mis à la disposition. On n'est pas dans désolé l'anglicisme, mais un one size fits all. Et il faut vraiment en fait une multitude d'initiatives pour répondre aux besoins en fait différents de chacun et de chacune des employés. Sarah, est-ce que vous voulez compléter là-dessus? Oui, Annie, on voit que l'entreprise est très avancée, mais a exposé beaucoup de facteurs clés. Mais pour résumer et pour en rajouter quelques-uns, effectivement, donc l'engagement, la direction, l'implication de toutes les parties prenantes. Puis elle parlait du cercle mieux-être. Nous, on peut aussi dire comité santé mieux-être, mais c'est un comité qui doit être représentatif du personnel, composé d'employés qui vont représenter les différents postes de travail, différents quarts de travail, différents départements. Il y a, Annie l'a très très bien partagé et commenté, effectivement l'écoute, la consultation du personnel, mais surtout des interventions liées aux besoins. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut vite tomber dans une organisation, c'est de vouloir faire vite, de vouloir faire bien, mais vite, et de mettre des actions avant d'avoir sollicité le personnel pour savoir de quoi il a réellement besoin. La démarche structurée, on l'a dit, c'est plus que des initiatives ponctuelles. Il faut une démarche structurée et intégrée. Intégrer, ça veut dire aller vers les différentes sphères, comme l'a cité Annie, mais aussi intégrer ça comme une priorité dans la planification stratégique ou dans les objectifs de l'organisation. Effectivement, il faut aussi des ressources financières, et je rejoins Annie, c'est pas si coûteux que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses gratuites sur le marché, beaucoup de choses peu coûteuses. Elle parlait de retour sur investissement. Il y a des études qui ont montré que pour $1 investi, on avait $1,30 à $3 qui revenaient dans l'organisation. Alors imaginez, c'est un très bon ROI. Et puis, pour terminer, il faut des communications, beaucoup de communications, mais des communications efficaces surtout. Ne pas prendre pour acquis, on a envoyé un courriel avec le nom de l'activité, puis c'est clair pour tout le monde. Il faut des communications bidirectionnelles, c'est-à-dire de la direction vers le personnel, mais aussi remonter les commentaires, suggestions. Et ne pas oublier, autre piège qui est souvent, qui peut parfois arriver dans les organisations, c'est d'évaluer ce que l'on fait, d'évaluer les interventions pour s'assurer qu'on est vraiment, on répond aux besoins. Donc, évaluer la participation, mais aussi la satisfaction des employés, tout simplement soit pour renouveler l'activité. C'est arrivé qu'il y ait eu un tel succès
qu'il a fallu continuer telle ou telle intervention, ou à l'inverse pour dire ça n'est pas adapté ou ça n'est plus adapté dans le contexte actuel, alors on change d'activité. Donc, c'est vraiment des facteurs clés qui permettent le succès d'une telle démarche, mais surtout d'avoir un environnement bienveillant. Si je peux me permettre une astuce à partager avec nos auditeurs, j'ai envie de vous dire aussi qu'au fil du temps, on a développé le réflexe de documenter nos activités et les mettre dans une bibliothèque. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fil de l'année, quand, par exemple, je vais vous donner une situation très claire, j'ai une employée qui nous témoigne, par exemple, qui vit une situation de stress, mais c'était il y a 3 mois qu'on a fait toute la campagne ou la promotion sur comment mieux gérer son stress, son anxiété, gérer sa tâche, les priorités, etc. Mais à ce moment-là, c'est facile de réorienter l'employé vers la bibliothèque puis lui dire, écoute, tu te souviens, il y a quelques mois, on avait fait telle activité, tu peux t'y référer. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'en documentant toutes nos activités au fil du temps, bien, ça nous permet de générer une bibliothèque d'outils qui devient disponible à l'année pour les employés parce que, évidemment, les besoins ne sont pas toujours au même moment. Donc, ça devient des outils vraiment formidables pour pouvoir épauler là, nos ressources vers un mieux-être qui va leur convenir. Merci beaucoup, Annie. Et puis, merci également, Sarah. On a parlé de ROI. Je reviendrai un peu, étant donné que la thématique de cette semaine, ça va être l'économie plus particulièrement. J'ai lu, j'espère que mes sources étaient bonnes, mais que le Québec est un peu un cancre en matière de congés maladie par rapport au reste du Canada. On parle de 12 journées de congés maladie en fait par année. Sarah, Annie, vous avez dit en fait justement que l'entreprise peut avoir un rôle actif justement dans cette diminution-là, en prenant soin de ses employés, en regardant par rapport à des problématiques à la fois de santé physique, mais aussi de santé mentale. Est-ce qu'on a justement des données un peu plus larges pour des entrepreneurs ou des personnes qui dirigent des entreprises et qui s'attardent vraiment à ces chiffres-là pour essayer de les convaincre d'une certaine manière? Sarah, vous avez parlé en fait d'un retour sur investissement qui, quand on investit $1, on revient sur environ $1,30. Est-ce qu'il y a d'autres choses, la réduction du nombre de jours de congé maladie, l'engagement des employés? Est-ce qu'il y a d'autres données en fait concrètes qu'on pourra partager justement aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Et on a la chance d'avoir beaucoup d'études qui documentent un petit peu tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que au groupe Entreprises en Santé, les organisations qui sont avec nous, autour de nous, que l'on côtoie, ont vu effectivement une réduction du taux d'absentéisme, du taux de roulement et des coûts évidemment d'assurance collective. Donc, quand on pense qu'il y a quelques 2-3 années, c'était tous ces coûts-là, les coûts cachés et non cachés représentaient 23% de la masse salariale, plus de 23%. Je pense que ça, c'est déjà un chiffre qui peut convaincre ceux qui ne sont pas passés à l'action. Mais au-delà, moi, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie, on peut quand même parler de VOI, de valeur sur investissement. C'est tout l'humain, tout l'impact sur l'humain. Après tout ce qu'on a vécu, d'avoir quelqu'un, je trouvais que c'était un très, très beau témoignage, l'exemple qui a été cité par Annie pour la personne, l'employé qui vivait une situation difficile. Mais moi, il y a des chiffres qui m'alertent et qui m'interpellent. La santé de nos leaders, aujourd'hui, elle est préoccupante. Il y a une étude qui est sortie il y a 1 an avec LifeWorks et Deloitte, un rapport qui dit que 82% de nos gestionnaires sont surmenés. 50% songent à quitter leur emploi. 63% disent ne pas se préoccuper du tout de leur santé et mieux-être et 32% ont vu une dégradation du climat de travail. Donc ça, c'est un impact énorme et on le voit très vite. C'est vrai que les retours sur investissement, on parle plutôt d'un moyen-long terme pour voir l'impact sur le taux d'absentéisme, etc. Mais il y a des effets court-moyen terme, des observations qui sont faites et notamment, j'ai une organisation qui est dans le
le secteur manufacturier. Eux ont pris ce virage-là il y a une vingtaine d'années, mais ils ont observé une diminution de 50% de leur taux d'absentéisme, 50% de leur taux d'accident, d'invalidité. Et cerise sur le gâteau, en fait, ils ont vu, et ça à très court terme, lorsqu'ils se sont affichés comme une entreprise en santé, ils ont vu le nombre de candidatures doubler par poste d'affichage. Et c'est pourtant un secteur qui est touché par la pénurie de main-d'œuvre déjà depuis quelques années. Donc, je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et nous avons beaucoup de personnel en ressources humaines qui nous interpellent là-dessus. Je pense que on parle de pénurie de main-d'œuvre, l'effet il est là. C'est-à-dire que si vous affichez un poste et que vous n'avez pas de candidature, c'est assez terrible. Il y a des organisations qui ont 10, 15, 20, 30 postes qui sont non comblés depuis plusieurs mois. 67% des PME peinent à recruter, 26% sont obligés de refuser des contrats. Donc, avant d'arriver au ROI, je pense qu'il y a déjà des chiffres très, très alarmants à prendre en considération. Merci beaucoup. Annie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Intéressant comment Sarah présente les données concernant les leaders parce que je pense qu'en 2022, définitivement, il faut qu'on migre un peu notre vocabulaire, mais qu'on fasse suivre aussi les descriptions de rôles vers des rôles de leadership et non pas des rôles de management. Je pense qu'il y a encore beaucoup des postes aujourd'hui qu'on voudrait convertir vers des postes de leadership qui sont des rôles de direction, des rôles où on applique encore le fameux PODC, où est-ce qu'on fait de la planification, et qu'on est dans le contrôle et qu'on est beaucoup dans le rendement, l'atteinte d'objectifs, etc., etc. Puis, veut pas, on se retrouve avec justement une post-pandémie où on doit prendre soin des gens. Alors, ça change complètement le rôle de nos dirigeants, de nos leaders, pour migrer davantage vers plus d'écoute, être plus axé sur les gens, plus d'intelligence émotionnelle. On le dit, hein, les soft skills sont de plus en plus recherchés. Alors, au-delà même des compétences purement académiques. Donc, je pense qu'il y a un virage vraiment très important qu'on doit prendre comme entrepreneur, comme entreprise, de vraiment faire ce virage-là davantage vers les gens, puis les faire travailler avec du sens. Hein. Le sens change tout dans la façon de gérer les choses. Puis pour revenir à l'aspect des congés, pour revenir à votre question, une des façons dont on a adressé ça chez Tutelo, c'est encore une fois, c'est de travailler sur la flexibilité. Le manque de congés de maladie vient du fait que il n'y a pas si longtemps, les gens devaient prendre une journée de congé chaque fois qu'un enfant ne pouvait pas se pointer à la garderie, chaque fois qu'on devait aller chez le dentiste, chaque fois qu'on devait prendre un rendez-vous médical. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ces congés-là n'étaient pas vraiment attribués à de la maladie, mais à des obligations familiales. Et veux pas, ça cause des conflits d'horaires, des conflits interne, hein, en dire, ben là, mais je pourrais-tu manquer juste une demi-journée à la place, puis me consacrer à ma famille une demi-journée, mais le reprendre un peu plus tard en soirée, puis déplacer mon temps de travail. Alors, c'est sûr que je pense que les entreprises aussi doivent, oui, considérer davantage toute la conciliation travail, famille, vie professionnelle, vie étudiante, mais aussi, en jouant sur la flexibilité, ça nous permet justement d'avoir plus d'adhésion comme de la part des employés, puis aussi une présence au travail qui est vraiment là et non pas pleine de... On a souvent parlé aussi du présentéisme, là, des gens qui se présentent au travail, mais qui ne sont pas 100% dédiés à leur travail. Donc, toute cette flexibilité-là permet justement d'avoir une qualité professionnelle qui est adéquate puis qui est gagnante à la fois pour l'employé comme pour l'employeur. Très intéressant. Personnellement, très intéressant parce que justement, à l'Association pour la santé publique du Québec, on s'est beaucoup poussé ces questions-là. On a mis en place en fait justement une série d'initiatives, mais en vous entendant parler, je pense qu'on peut faire encore mieux. Puis j'ai comme l'impression en fait que des personnes qui vont vous écouter en fait vont trouver ça vraiment inspirant et vont potentiellement aussi mettre en place des activités.
la thématique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la thématique en fait qui va nous préoccuper. Alors, Sarah, vous disiez, ça préoccupait moins il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est quasiment en fait au centre en fait des préoccupations. Et puis, ça va être d'autant plus au centre des préoccupations que la société, elle évolue vers des concepts comme ceci où la qualité du travail, l'engagement par rapport à la mission de la personne qui va nous employer, elle va être importante. C'est essentiel dans tous les cas. Merci beaucoup Annie, merci beaucoup Sarah. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous vouliez rajouter en fait de votre côté. Pour moi, je vous avouerai qu'il y en a déjà beaucoup, donc il va falloir mettre en place toutes ces choses-là, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, si vous avez d'autres conseils, c'est le moment ou jamais. Moi, je voudrais rajouter, Thomas, on n'y pense pas, mais des actions simples, vraiment simples, peuvent faire une grande différence, peuvent faire toute la différence. Il n'y a pas besoin de faire des choses difficiles, compliquées, qui coûtent cher. Un vrai et simple comment ça va à chaque fois qu'on commence une réunion, instaurer des temps de pause entre deux réunions, faire des tournées sur le plancher de la part de la direction des gestionnaires. Tout ça, ce sont des actions qui ne coûtent rien, qui sont simples, mais qui ont énormément d'impact. Et toutes ces démarches sont simples et accessibles à tous les milieux de travail, à toutes les tailles d'organisation. Et j'ai envie de dire, il y en a qui l'ont fait, qui ont réussi. Alors, pourquoi pas vous? Merci Sarah. Annie, le mot de la fin? Oui, moi j'aimerais dire aux entreprises qui ont le goût de se lancer dans la bienveillance et la santé durable, soyez tout simplement authentiques. Il faut le faire avec l'authenticité parce que si on fait semblant, ça se ressent, puis le projet n'aura pas de pérennité. Donc, soyez authentiques. Merci. De toute manière, c'est un peu triste quand une entreprise se lance et puis qu'elle n'a pas à cœur la qualité de vie de ses employés. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on pourrait en parler pendant plusieurs années aussi, d'une certaine manière. Merci à nouveau, Annie. Merci à nouveau, Sarah. On va s'arrêter ici, en fait, pour sa première conversation de la semaine de la santé durable. On va reprendre justement, en fait, dans un autre volet virtuel, mais en direct. Donc, à nouveau, merci à vous deux. Et puis, on se tient au courant justement en fait pour voir l'avancée de la qualité de vie dans les différentes entreprises au cours des prochains mois ou des prochaines années. Merci. Un plaisir. Merci.